Nous avons tous pris conscience de l'urgence climatique dans laquelle nous nous trouvons. Selon l'UNESCO, la pénurie d'eau menace 2/3 de la population mondiale, soit plus de 2 milliards d'individus. Les réserves de métaux et notamment les terres rares ne pourront pas satisfaire la demande croissante. L'extraction des métaux est de plus en plus coûteuse pour la planète en eau et en énergie. Tout cela crée des tensions et des guerres entre les États, sans compter que nous n'arrivons pas à respecter nos engagements de réduction de gaz à effet de serre qui nous permettraient de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés conformément à l'accord de Paris. Face à l'ampleur de cette crise environnementale, le secteur numérique est à la fois un problème, je détaillerai plus tard ses impacts environnementaux, mais ne peut-elle pas être considérée également comme une solution au problème? Je parlais tout à l'heure des impacts environnementaux du numérique. Ceux-ci sont présents tout au long du cycle de vie des composants. Depuis leur fabrication, je rappellerai ici qu'il faut extraire 200 kg de matière pour fabriquer un smartphone et 700 kg pour un ordinateur portable. En passant par leur utilisation, selon différentes études, le secteur numérique représente quand même 8 à 12% de la consommation électrique en France, et enfin le recyclage avec une législation qui se durcit de plus en plus. Alors que peuvent faire les DSI pour contenir ces impacts? Les plans s'articulent généralement en 4 axes. Le premier est de mesurer les différents impacts environnementaux des différents équipements, tels que les postes de travail, la téléphonie, les terminaux, les réseaux, les serveurs et le stockage, et de s'engager sur une réduction et une démarche d'amélioration continue. Le second consiste à mettre en place des outils numériques qui vont vous permettre de réduire ces impacts. Le troisième porte sur l'éco-conception dans le développement des services numériques. Enfin, le dernier consiste à sensibiliser les utilisateurs à une utilisation plus modérée. Et Pure Storage dans tout cela? Pure Storage s'est justement distingué sur le marché par son côté éco-conception. Cette plateforme de données innovante pour les environnements multi-cloud hybrides ont permis d'augmenter le niveau de satisfaction des utilisateurs avec des performances accrues grâce aux technologies 100% flash, des systèmes plus résilients et plus faciles à utiliser. Ces innovations technologiques nous ont permis de réduire l'empreinte du data center de manière très significative. Certains clients ont ainsi pu réduire de moitié la surface de leur data center et de réduire leur facture électrique globale de 20%. Nous aussi, nous avons mis fin au cycle infernal de remplacement d'équipements avec une architecture radicalement nouvelle et un renouvellement de contrats de support de maintenance qui n'augmente jamais dans le temps, que nous avons appelé Evergreen. Si un composant est obsolète techniquement, vous pouvez le faire évoluer autant de fois que vous le souhaitez tout au long de son utilisation, sans limite de durée et sans être obligé de remplacer l'équipement dans son entier. Si je dois faire l'analogie avec un équipement comme un smartphone, imaginez pouvoir bénéficier d'une meilleure résolution d'écran, de smartphone, de votre marque préférée, ou bien d'une batterie plus endurante sans devoir acquérir le smartphone complet. C'est plus green et c'est aussi moins cher. En conclusion, le numérique devient un enjeu fort dans la stratégie RSE. Il est urgent de concilier les deux transitions de ce siècle, à savoir la transition numérique et la transition environnementale, sans opposer les deux. Les clients attendent des engagements plus forts au niveau de leurs fournisseurs. Depuis plus de 10 ans, Pure Storage est engagé dans une démarche green durable, sans remettre en cause ni la qualité de service, ni le niveau de satisfaction des utilisateurs, tout en garantissant une prédictibilité des coûts. Alors vous aussi, faites-nous confiance. Merci de votre attention. Bonjour à tous, bienvenue dans cette première édition de We Do Green IT en distanciel. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir tous. Alors, vous êtes sûrement très nombreux, je ne vous vois pas dans la salle, mais on est très content de ce nouveau format. C'est la première fois évidemment qu'on le fait sous cette forme-là, pas forcément pour les raisons qu'on imaginait, mais dans notre approche numérique. On s'aperçoit que finalement, c'est un format qui est assez commode. Accessoirement, il nous permet de recevoir aisément 2 fois plus de personnes que l'année dernière, puisque vous êtes plus de 400 inscrits, alors qu'on était 200 personnes sur le dernier événement. Donc, tout ça se présente très bien, l'organisation est super. Alors, contrairement à l'année dernière, il n'y aura pas de petit four, ça, on n'a pas encore trouvé de solution pour virtualiser ça, malheureusement. Mais sur ces 3 jours, on aura tous les jours 2 conférences chaque jour, en fin de journée, voilà, dans un format succinct qui permet à tout le monde de trouver son bonheur en fonction des conférences qui l'intéressent, avec 24 intervenants au total, donc sur cette 6e édition.
Aujourd'hui, donc pour cette première table ronde, j'ai la chance d'accueillir plusieurs personnes que je vais présenter rapidement. Alors, Corinne Lepage, est-ce la peine de la présenter? Vous êtes déjà connue en tant qu'ancienne ministre de l'Environnement, présidente de CAP 21, et puis moins connue sous cet angle-là, mais en tout cas, nous, on en est très fiers. Vous nous faites l'honneur d'être la marraine de l'AGID depuis maintenant au moins 3 ans. Voilà, et à ce titre, vous nous accompagnez sur différents événements et on est très heureux de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Jean-Christophe Chaussat. Donc Jean-Christophe Chaussat, qui est président de l'Institut du numérique responsable et chargé de développement durable pour la DSI de Pôle emploi. Avec Jean-Christophe, on a des échanges depuis quelques mois, quelques années maintenant, grâce à l'organisme de l'Institut du numérique responsable, pour lequel clairement on partage de nombreuses valeurs, de nombreuses ambitions et le même niveau de neutralité et d'envie de communiquer et de faire avancer les choses. Et puis Romuald Ribaud, qui a double casquette, lui aussi, finalement tout le monde a plusieurs casquettes aujourd'hui, à la fois la casquette de directeur marketing d'Écologique, donc spécialiste des D3E en France, et puis vice-président de l'Alliance Green IT. Voilà, donc une table ronde avec des intervenants de qualité. Voilà. Juste en petite introduction, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous présenter en 2 minutes l'Alliance Green IT. Donc l'Alliance Green IT, donc son petit nom c'est l'AGIT. Voilà, son acronyme en l'occurrence. Donc c'est un groupement professionnel pour un numérique éco-responsable. L'AGIT, on l'a créé en 2011 déjà, donc vous voyez que ça date, voilà, le Green IT, le numérique responsable, finalement, il y en a qui se sont posé la question depuis quelques temps. Notre objectif, c'est effectivement de communiquer sur les bonnes pratiques, de fédérer des acteurs, d'influer au maximum pour mettre en avant donc ces bonnes pratiques. Et puis surtout, on est une association, donc on est une association loi 1901, ça veut dire que, et je pense que c'est un vrai atout, on vend rien, on n'a rien à vendre, on le fait pour le bénéfice de tout et puis pour mettre en avant ce qu'il y a de mieux et éviter ce que nous on déteste, c'est le greenwashing et voilà, et tous les discours qui sont quelquefois contre-productifs. Et puis aujourd'hui, l'AGIT, c'est déjà presque une centaine d'adhérents. C'est des livrables de référence sur un certain nombre de sujets, par exemple le Cloud Ethic Green, des indicateurs sur le data center ou des choses comme ça, qui font référence notamment parce que c'est produit par un acteur neutre dans lequel il y a des gens qui sont certes des fournisseurs de services, mais quelquefois qui sont concurrents. Et quand on a des gens qui sont concurrents, qui arrivent à se mettre d'accord sur un document et un livrable, on peut que considérer qu'ils reflètent des positions de l'état de l'art du marché. Et puis notre position aussi au sein de l'AGIT, c'est d'être donc neutre, je le disais, mais inclusif aussi, c'est-à-dire que c'est que on a des liens avec de nombreuses associations, que ce soit le CINOV, le Syntec, le GIMLEC, l'Institut numérique responsable, des associations européennes, et on essaye à chaque fois de se coordonner autant que faire possible pour que les meilleures volontés ressortent et que les meilleures pratiques ressortent. Voilà pour cette petite introduction. N'hésitez pas à aller voir sur le site alliancegreenIT.org et vous trouverez bien plus de détails que ce que j'ai pu aborder là. On va maintenant rentrer dans le cœur finalement de notre table ronde que j'ai souhaité organiser finalement en 3 temps. Puisque le but est de parler de l'état des lieux du Green IT en France, mais de le voir sur son 3 temps au sens temporel du terme, en l'occurrence. D'abord, parler un peu de l'histoire du Green IT, voilà d'où on vient, etc., et de voir comment on en est arrivé là. Après, du présent, on parlera un petit peu de voilà aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, et puis après terminer par le nouveau monde ou pas, enfin vers quoi on va sur ce sujet-là. Donc pour démarrer un petit peu sur l'histoire du Green IT et l'évolution de la prise de conscience des impacts environnementaux du numérique, on s'est posé la question de dire
vous êtes tous là autour de la table, vous êtes investis de longue date dans le développement durable. Et moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui a fait que, à titre personnel ou professionnel, qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience spécialement des impacts du numérique? Je ne sais pas qui veut répondre en premier. Corinne, est-ce que vous voulez répondre en premier? Par galanterie, je vous laisser parler la première. Avec plaisir. D'abord, merci de votre invitation. Oui, c'est vrai, moi, ça fait de très, très longues années que je travaille sur ces sujets. Et je me suis vraiment intéressée à ce sujet-là précisément quand, en 2015, j'ai remis à Ségolène Royal un rapport sur l'économie du Nouveau Monde, où le sujet était abordé. J'ai eu la chance de rencontrer Romuald à ce moment-là. Et ensemble, et avec d'autres, nous avons créé le mouvement des entrepreneurs de la nouvelle économie, dans lequel Romuald, d'abord, joue un rôle important dans l'association, mais au-delà de cela, le sujet Green IT est un sujet très important, pris en compte au même titre que économie circulaire ou que internalisation des coûts externes ou que problème santé-environnement, etc. C'est-à-dire que ce sujet-là fait pleinement partie de la réflexion interdisciplinaire que nous menons. Et j'ai appris, parce que c'est un sujet que j'ignorais complètement, et puis je dirais qu'il est quand même assez jeune encore, même si l'Alliance va bientôt fêter ses 10 ans. Et donc j'ai appris à la fois sur la question de la consommation de l'énergie, sur le problème de la consommation de la matière première, donc la réflexion sur les usages, sur la sobriété, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais la crise gravissime que nous sommes en train de vivre ne permettra évidemment pas de retourner au monde d'avant. Et le rôle que joue aujourd'hui le virtuel, le digital, dans l'organisation de notre société pour survivre, tout simplement, va laisser des empreintes, à mon sens, extrêmement durables, qui vont rendre encore plus important la prise en compte du green dans le IT. Ok, merci. Romuald, est-ce que tu veux nous dire pourquoi, qu'est-ce qui a fait que tu es tombé dedans? Parce que tu es tombé dedans il y a longtemps, effectivement. Alors pour ma part, déjà je remercie aussi à tous nos deux autres intervenants d'être présents et de nous accompagner en ce début de 3 jours de webinaire. Donc un grand merci à eux. Et donc moi, alors ce qui m'a fait prendre conscience réellement, c'est une contrainte, c'est la directive des 3E qui était et la directive RoHS, qui est une directive européenne qui a été publiée en 2004 et qui a interdit des substances polluantes. Donc qui m'a fait prendre conscience que ces substances étaient dans les équipements en fait dans un premier temps, et puis ensuite ce dispositif de la responsabilité élargie des producteurs m'a fait m'investir dans ce sujet, vu qu'à l'époque j'étais un importateur d'équipements électriques et électroniques, et donc je me suis investi dans la création d'un éco-organisme qui s'appellera après écologique. Mais en fait, c'est toute cette dynamique de la REP qui m'a fait prendre conscience de l'impact du numérique à travers le rôle que jouent les équipements dans cette chaîne complexe. Merci Romuald. Et Jean-Christophe, de ton côté? De mon côté, moi, ça fait une éternité que je fais des sports de glisse dans l'eau avec des vagues et avec des sports confondus. Et c'est pas d'ailleurs sans raison que notre logo a évolué aussi de l'empreinte vers la vague. C'est pour essayer aussi de faire émerger, dérouler cette vague du numérique responsable. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire justement pour préserver mon terrain de jeu et cet environnement-là? Donc, j'ai décidé de faire un DIF il y a 12 ans, de faire un droit individuel de formation sur du développement durable, et petit à petit, justement, de voir comment, au niveau d'une DSI, on pouvait être plus actif et trouver des solutions pour vraiment pouvoir agir sur un numérique plus responsable. Et j'ai pris conscience que le fait de travailler à Pôle emploi, on a aussi une lourde structure, et au niveau des achats, on a du poids par rapport au marché. Et on était en capacité justement de pouvoir faire labelliser certains producteurs. Là, j'ai des exemples avec le label IPIT. J'ai eu aussi comme j'ai aussi comme expérience le fait de dire Pôle emploi, si on éteignait nos ordinateurs la nuit,
Si 40% des gens étaient mis leurs ordi la nuit, on est 56 000 personnes, ça permettrait de faire économiser 1,5 million d'électricité. Il y a plein de sujets qui m'ont fait prendre conscience, et notamment aussi sur le don d'ordinateurs, sur l'inclusion, sur la lutte contre la fracture numérique. Parfois, on est en capacité de pouvoir agir, et plus on va rencontrer de monde, plus on se fédère, plus on arrive à avoir des appuis, et plus on rencontre de personnes qui sont motivées par ces sujets-là, plus ça nous donne la force et l'envie de progresser. Et c'est un peu aussi l'histoire de l'INA, de l'Institut du numérique. C'est un regroupement de personnes qui avaient vraiment envie de faire évoluer, de mettre en pratique leurs compétences et leurs connaissances pour justement en arriver maintenant à des niveaux de compétences. D'accord. C'est mon micro qui fait un bruit bizarre ou c'est juste chez moi? Ça va. C'est peut-être juste chez toi. Il y a un petit écho, non, il y a un petit écho. Je sais pas d'où. Ok. Bon. Ok, pour parler du présent, et puis après, Jean-Christophe, tu me donneras ton avis aussi dessus. On a produit au sein de l'AGIT, on a produit un baromètre, donc c'est la 3e édition du baromètre Inity, donc c'est un baromètre qui a cette année permis d'interroger, enfin d'avoir des réponses de plus de 670 entreprises, donc c'est quand même à l'échelle de ces sujets-là, c'est quand même un nombre très très élevé. Et donc, de ce fait, très représentatif, et puis accessoirement qui montre aussi, avec chaque année où on a de plus en plus de personnes qui répondent, que l'intérêt va croissant. C'est plutôt dans le bon sens. Et donc, on a l'édition 2020 qui est sortie là, sur lequel on a fait une analyse approfondie, un rapport et tout ça et je le rappelle, ça est disponible sur notre site web. Romuald, comme c'est toi qui as piloté finalement et que tu investis dans le groupe de travail sur le baromètre depuis l'origine et puis que tu as piloté essentiellement cette année, donc c'est grâce à toi qu'on a autant de réponses et d'une telle qualité, notamment grâce à toi. Grâce à tout le monde, grâce à toute l'équipe du groupe de travail, parce que comme tu l'as dit, personne ne connaît, n'a la science infuse sur notre sujet, qui sont très complexes et très très transversaux. Et c'est toute une équipe qui analyse, chacun avec son angle et son expérience. Donc c'est vraiment, je dois rendre à César ce qui appartient à César. C'est bien le travail de toute l'équipe qu'il faut mettre à l'honneur. Alors, tu as raison, mais aujourd'hui, tu en es leur porte-voix. Et donc, ma question, c'est de savoir quelles sont les grandes tendances qui se dégagent de ce baromètre. Qu'est-ce qu'on peut en faire ressortir finalement? Alors ouais, en effet, j'ai le plaisir de faire cette synthèse. Alors je vais essayer d'être très rapide. Comme tu le disais, tout ce livrable est bien entendu disponible sur le site de l'AGIT, à la rubrique les publications. En fait, je vais revenir avant de parler de l'état à l'instant T, simplement sur le dispositif. On a eu, comme tu le disais, 667 réponses, 367 réponses via un questionnaire en ligne qui a été disponible de septembre à décembre 2019. Et en plus de ça, on a soutenu notre dispositif cette année par 2 campagnes d'appels téléphoniques organisées par l'Institut OpinionWay. Dans notre livrable, vous retrouvez la synthèse de tous les résultats, c'est-à-dire toutes les données agrégées, et vous trouvez aussi de façon indépendante les résultats issus des appels téléphoniques d'OpinionWay. Je précise ça parce qu'il y a toujours des biais. On est là pour donner une image, mais il y a toujours des biais dans les sondages. Nous, on a un questionnaire en ligne où les gens sont libres de répondre et de s'arrêter de répondre et de repartir. Et de l'autre côté, il y a un dispositif complémentaire d'appel téléphonique où là, on va dérouler toutes les questions et on va aller jusqu'au bout. Donc, c'est important d'avoir ces points-là pour lire. Et c'est pour ça qu'on a présenté dans notre livrable les deux de façon séparée. Donc c'est 2 en 1, c'est cadeau, c'est plus qu'un baromètre, c'en est presque 2. Celui d'OpinionWay est particulièrement représentatif pour les entreprises de plus de 10 salariés. Le nôtre agrégé est représentatif pour l'ensemble des entreprises françaises. Pour terminer sur le dispositif, je rappelle le tissu d'entreprises françaises, c'est en gros 4 millions d'entreprises et 3 900 000 entreprises qui sont des entreprises de petite taille de 0 à 2 personnes. Et de toutes ces 3 900 000 entreprises vont embaucher la moitié des emplois
et c'est le reste, le 1% des grandes entreprises qui restent, grandes et ETI, qui vont aussi embaucher l'autre moitié des emplois. Donc, c'est important quand on lit un baromètre national d'avoir en tête cette représentativité. Donc, pour aborder notre sujet, qu'est le Green IT, on a décomposé notre baromètre autour de 8 thématiques que vous voyez à l'écran. Je vais essayer en fait de vous donner quelques indicateurs clés pour chacun et puis conclure sur une impression générale. Encore une fois, j'invite tout le monde, tout ce travail, toutes les données sont accessibles sur notre site et on le partage en vue de favoriser, bien entendu, ces bonnes pratiques. Ce que je voulais retenir sur la partie infrastructure informatique, qui est notre première thématique, bon, on progresse pas tellement sur la connaissance de son espace de stockage. Hein, il y a toujours 5 sur 10, une entreprise sur 2, elle sait pas quelle est la volumétrie. Ce qui est quand même une donnée importante quand on veut initier une démarche Green IT, c'est de savoir quel est notre périmètre. Est-ce qu'on parle de quelques gigas ou est-ce qu'on est sur des centaines de téraoctets, les actions ne sont pas les mêmes. Donc, sur ce point-là, on progresse pas tellement. En revanche, pour les entreprises qui ont désigné un référent Green IT au sein de leur structure, c'est-à-dire quelqu'un qui est désigné, sans être forcément d'ailleurs un spécialiste, mais au moins quelqu'un de désigné, on passe à 85%. C'est-à-dire plus du double. Donc voilà, en s'intéressant au sujet, finalement, on voit que c'est déjà des axes de progression. Enfin, à retenir sur cette partie infrastructure informatique, c'est la notion de durée de vie des serveurs qui est largement à plus de 5 ans en moyenne pour toutes les entreprises qui ont mis en place des stratégies Green IT. En revanche, où il n'y a pas de référent, la moyenne est plutôt autour de plus de 3 ans. Voilà ce que je voulais retenir sur cette partie-là, mais je vous fais défiler à l'écran d'autres chiffres qui font partie intégrante de notre baromètre. Alors, sur la partie data center, ça peut être un gros mot, mais data center, ça voulait dire où sont les données. Il faut savoir que 9 entreprises sur 10 ont un espace dédié à leur serveur. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dedans, mais au moins ils savent où il est dans un petit endroit. Ce petit endroit devient gros pour 6 entreprises sur 10. On est là sur des salles qui sont, elles, équipées avec tout un tas de dispositifs de température, d'électricité, de redondance, etc. Ce qu'on appelle les vrais et ce qu'on entend par le data center. Voilà, au niveau des data centers, on peut dire que on a quand même, enfin ceux qui disposent d'une grande salle ont quand même une maturité sur les bonnes pratiques relativement élevée. Et notamment à comparer avec les résultats qu'on pourrait avoir avec nos cousines européennes. J'en reparlerai un petit peu plus tard de la France versus l'Europe, parce que ce que j'ai oublié de dire au tout début, c'est que pendant qu'on diffusait notre baromètre, on a invité aussi nos cousines européennes à le faire. Avec les résultats qu'ils ont eu, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà, sur la partie data center, on a un bon niveau de maturité, on va dire, et alors on voit là à l'écran que seul 20%, une entreprise sur 5 connaît les bonnes pratiques du European Code of Conduct, mais ce qu'on comprend aussi, c'est qu'il y a beaucoup de Monsieur Jourdain, ils font sans le savoir une bonne pratique, sans savoir qu'elle est référencée dans ce code. Au moins la pratique est là, c'est bien l'essentiel. Évidemment, je pense que ce code aurait mérite à être plus connu. Sur la partie impression, je vais aller très très vite. On a c'est le niveau de maturité le plus élevé, la concentration des imprimantes au niveau du département. Il n'y a plus d'impression individuelle. On fait attention au papier qu'on achète, etc. Quand on demande est-ce que vous faites des actions pour optimiser votre post-impression, on nous dit oui. Après, quand on va un peu plus dans le détail, c'est-à-dire on leur demande est-ce que vous faites le mode brouillon par défaut, est-ce que vous faites je sais pas, est-ce que vous faites le recto verso, je sais pas, etc., etc. Donc, pour rappel, la démarche Green IT est une démarche minutieuse en fait, où derrière l'intention, ensuite, va falloir aller quand même dans le détail, et c'est un point important à retenir. J'enchaîne avec et vous me dites si je suis en retard ou pas sur le timing, sur la partie fin de vie. Donc cette thématique que je connais
particulièrement, reste quand même décevante. Hein. Vous avez 14% des entreprises qui tiennent un registre des déchets. Juste 14%. Il y en a donc 86% qui ne tiennent pas de registre. C'est une obligation. 22% déclarent connaître la réglementation. Ça veut dire qu'il y en a 78 qui la connaissent pas et ils vivent bien avec, vraisemblablement. Parce que c'est un chiffre qui, depuis 2015, stagne un petit peu. C'est 20%. Par contre, avez-vous mis en place la collecte séparée au sein de l'entreprise? Oui. 40% ont mis la collecte séparée. Donc, en fait, on met la collecte séparée, mais ce qui se passe derrière, on s'y intéresse pas tellement. Et finalement, c'est ça notre sujet, c'est ce qui se passe derrière. Donc, voilà sur cette partie de fin de vie. Donc, voilà, qui mériterait de progresser. Il y a des solutions gratuites de prise en charge en France. Donc, il y a plein de façons d'être au fait et de trouver des solutions. Donc, on est un petit peu déçu de ce post fin de vie, mais on espère qu'il s'améliorera dans notre prochaine édition. On passe à la thématique achat. Très rapidement, la bonne nouvelle. Pardon ? Je dis rapidement, s'il te plaît. Ok. J'ai presque fini, de toute façon. Donc, sur les achats, alors la bonne nouvelle, c'est le réintérêt sur les labels, parce que c'était en grosse perte de vitesse sur notre édition 2017. Là, ça remontait quand même à 28%. On loue un peu plus son matériel, donc voilà, le posséder, c'est dépassé, progresse. Par contre, à noter encore que seuls 28% déclarent acheter du matériel d'occasion. Donc, ça me fait le point avec le réemploi d'avant. Quand on demande aux entreprises si elles sont prêtes à faire du réemploi pour en fin d'usage de leurs équipements, oui, mais derrière, personne les achète. Donc, c'est important quand on veut allonger la durée de vie, qu'il y ait un marché local, hein, c'est-à-dire qu'il y en a qui cèdent et d'autres qui récupèrent. Sinon, il peut y avoir des fuites, tout simplement. En termes de gouvernance, vu que j'ai presque fini, simplement, une entreprise sur 5, 20%, ont désigné un référent Green IT au sein de leur structure. Vous pouvez le voir sur notre baromètre. On a fait souvent la comparaison entre ceux qui en avaient et ceux qui n'en avaient pas. On voit les résultats qui sont. Et que je sache, personne n'ayant désigné un référent n'est revenu sur cette décision. Vu que c'est là qu'on a pu découvrir un maximum d'opportunités. Pour terminer, alors il manque les PC. Donc, les PC, ça progresse sur les bonnes pratiques, la remise à niveau, la réparation. Par contre, l'énergie utilisée, la puissance nécessaire pour ces postes de travail, c'est pas quelque chose qu'on suit vraiment. Et enfin, sur la partie logicielle, évidemment, à l'AGIT, on a fait des livres blancs sur l'éco-conception des services numériques. Donc, on reste un petit peu déçu parce que seulement 34% déclarent les mettre en pratique. Néanmoins, en 2015, il n'était que 12%. Donc, c'est preuve que notre sujet évolue. Et puis, pour conclure, je voulais dire que globalement, on sent vraiment cette vague, pour faire plaisir à Jean-Christophe, de prise de conscience de notre sujet, des impacts du numérique, de cette matérialité. Il y a une montée de connaissances. Par contre, cette connaissance manque cruellement de compétences. C'est important, comme je l'expliquais, c'est un sujet complexe. Il faut créer une filière en France. Quand je dis créer une filière, c'est à la fois que ce soit dispensé dans les écoles, mais créer une filière de spécialistes de sujets. Ces spécialistes, ils viendront parce que les entreprises les embaucheront. Et donc voilà, c'est un cercle vertueux que j'espère à l'AGIT on va participer. On a les moyens en France d'être l'excellence dans le domaine. C'est ce que je voulais dire. On a 667 réponses à notre baromètre. Les autres pays, ils ont 10, 12 réponses chacun. Donc, pour vous dire l'implication des acteurs en France. Et si vous reconnaissez que l'Europe est quand même plutôt sur le podium des bonnes pratiques au niveau mondial, la France, c'est pas mal en Europe. Voilà, j'ai terminé. Merci Romuald. Alors, tu ouvres tout à fait le débat sur la suite et moi, je trouve que c'est tout à fait positif parce que grâce au baromètre, on a pu voir l'évolution puisque c'est la 3e édition au cours du temps. Donc, on voit bien que, en tout cas, au moins dans la sensibilisation et dans la prise de conscience des impacts
il se passe des choses. Hein. Le simple fait, les huit thématiques que tu abordes, moi je me rappelle qu'il y a 6-7 ans, il y a des gens qui pensaient faire green, voilà, parce que ils réduisaient leur consommation électrique dans leur salle informatique, ils oubliaient la fin de vie, les phases de l'éco-conception et ils n'intégraient qu'une toute petite partie du sujet. Donc la bonne nouvelle, c'est que maintenant il y a une prise de conscience un peu plus globale. Mais moi, la question qui se pose maintenant, c'est de dire, ok, donc on progresse. Maintenant, il se trouve qu'en ce moment, on est dans une crise sanitaire comme on a, nous, en tout cas de notre génération, jamais connue. Au tout début de cette crise sanitaire, on nous parlait d'un nouveau monde. Et moi, je me demande si on va vraiment aller vers un nouveau monde ou si, finalement, voilà, on en parle là parce que c'est la situation qu'il veut et puis que après le naturel va revenir au galop et que voilà, que les choses vont pas changer. Donc du coup, ce que je voulais savoir, c'est que du point de vue développement durable, je veux dire, mais même dans son ensemble, est-ce qu'on voit des changements de comportement? Est-ce qu'on voit des changements sociétaux? Corinne Lepage, est-ce que vous pouvez nous dire finalement des choses positives qui nous laissent penser que après cette crise qui va se terminer un jour, on ne sait pas quand, mais un jour, qu'elle va laisser des traces positives et qui vont impacter le développement durable et de facto le Green IT. Alors, je dirais que la longueur de la crise, à ce jour nous ignorons tout totalement, aura des effets sur l'importance de l'impact qu'elle laissera. Première observation. Il est clair que si on n'avait pas eu de deuxième vague et qu'on était revenu à une situation normale, le business as usual aurait beaucoup plus de poids que là maintenant. Deuxièmement, je pense que dans nos esprits, dans notre imaginaire, ce qui se passe est extrêmement important. Non seulement pour notre génération, mais pour celles qui suivent. Et je pense en particulier aux jeunes qui ont des contraintes que nous n'avons absolument pas connues. Et par voie de conséquence, les manières que nous adoptons aujourd'hui en version entre guillemets survie, fermez les guillemets, vont avoir très certainement un impact parce que dans ces modes de vie, il y a du négatif, mais il y a aussi du positif. Et dans ce positif, le digital joue un rôle extrêmement important parce que c'est lui qui permet aujourd'hui le maintien du lien social, le maintien de l'activité économique, la continuation de la vie, tout simplement parce que s'il n'y avait pas ça, eh bien, il n'y aurait plus rien. On serait chacun chez nous, sauf pour ceux qui travaillent, et en attendant que ça se passe. Donc, on voit bien que c'est un impact qui est très important et qui commence du reste à avoir des effets sur d'autres sujets, comme par exemple l'immobilier de bureau. Parce que précisément, le télétravail devient une revendication forte, qu'aujourd'hui c'est une obligation, que demain ça n'en sera plus une, mais ce sera très certainement une revendication d'un nombre très important de salariés qui vont organiser leur vie différemment. Donc, dans ce contexte-là, je pense effectivement qu'on va vers des changements structurels, pas du tout conjoncturels, dans notre mode de vie, dans notre organisation, dans nos modes d'achat, et que tout ceci va transformer les choses. Alors maintenant, comme je disais tout à l'heure à Romuald, je ne suis pas venue avec ma boule de cristal, hein, je ne suis pas Madame Soleil, je ne sais pas, pas plus que vous, les uns et les autres, ce qui va se passer, mais enfin, voilà la manière dont je vois les choses. Et dans ce contexte, il est clair que l'utilisation durable du digital est fondamentale. Parce qu'on voit bien sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, ne prenons que ce sujet, sans prendre celui de la biodiversité et des ressources, qui est quand même très important, il est bien clair qu'on va on va avoir une baisse de nos émissions pour l'année 2020, très probablement, on ne peut pas imaginer une situation dans laquelle la baisse des émissions transport, par exemple, pourrait être compensée sans que personne ne se pose aucune question par une augmentation des émissions dues au digital. Donc, il y a un mouvement à enclencher et à renforcer pour que non seulement on garde entier le petit capital qu'on est en train de se constituer par les privations qui sont les nôtres, mais en plus qu'on rentre dans des pratiques vertueuses sur l'utilisation d'un digital dont nous savons tous qu'il va devenir de plus en
plus importants dans notre vie. Merci beaucoup. Jean-Christophe, est-ce que du point de vue des grandes entreprises que tu représentes au travers de l'Institut du numérique responsable, est-ce que les choses bougent ou est-ce qu'on en est encore à l'heure du greenwashing? Comment tu vois les choses? Alors, répondre au fait de savoir s'il y a encore des entreprises qui font du greenwashing, ça, malheureusement, je peux pas. Par contre, ce qui est évident, c'est que toute action Green IT ou numérique responsable a généralement un ROI. Alors, il peut être financier, il est même souvent financier, mais il est maintenant aussi sociétal, et ça, c'est aussi important. Ce que l'on observe, notamment dans la signature de la charte, ça fait l'année dernière, on avait fait une opération signature de la charte, pareil, à la station F, et on va dire que les niveaux d'engagement étaient niveau DSI ou niveau directeur RSE. Là, on a refait une opération signature le 8 à Bercy, là, le 8 octobre à Bercy. Et là, c'était carrément des directeurs de grands groupes qui signaient pour le groupe. Donc, on se rend compte aussi qu'il y a une prise de conscience de plus haut niveau de l'intérêt et des enjeux de travailler sur du numérique responsable et sur du développement durable. Et ce qui est important aussi de voir, c'est que le mouvement Planète Tech Care permet de fédérer justement des acteurs, on va dire historiques ou bien engagés sur ces sujets-là depuis un certain temps, et ils ont décidé de travailler ensemble pour produire des communs, produire des livrables au bénéfice de tous. Donc là, il y a aussi un changement. Il y a des travaux qui se font avec le Conseil national du numérique, avec la direction interministérielle du numérique, avec la direction des achats de l'État, avec le MTE, ministère de la Transition écologique aussi, évidemment. Donc voilà, on sent qu'il y a vraiment un changement et que les entreprises ont aussi envie de progresser. Et de toute façon, on va dire qu'elles n'ont pas le choix, parce qu'en termes d'image, elles doivent aussi travailler leur image. Il y a un phénomène emploi aussi qui joue. Les jeunes n'ont pas envie de travailler pour une boîte qui mépriserait le développement durable. On ne peut pas passer outre les manifestations qu'il y a eu aussi pour la planète. Enfin, il y a un mouvement, enfin, il y a des mouvements par rapport à ça. Ce qui manque maintenant, ça va être des évaluations. Comment faire pour évaluer ces bonnes pratiques, évaluer ces systèmes et faire en sorte qu'il y ait des référentiels ou un référentiel avec des valeurs qui permettent aux entreprises de se mesurer et du coup progresser. Ça va passer par des facteurs d'émission qu'il va falloir partager, que l'ADEME notamment devrait être porteur. Ça passe aussi par le fait de construire, à mon avis, une base de données, des bonnes pratiques et des métriques aussi de ces entreprises pour leur permettre justement de s'évaluer. Et au fur et à mesure que ces entreprises vont progresser, tirer les autres vers le haut. Mais surtout, ce qui me paraît le plus important, c'est bien beau d'être le champion du monde de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui est important, c'est de montrer comment on a fait pour que justement les autres puissent s'en inspirer. Et à mon avis, la RSE va évoluer aussi vers ça. C'est la maturité les entreprises les plus matures seront celles qui, sont performantes, mais seront aussi en capacité de pouvoir partager leurs expériences et leurs expertises. Merci. Bah, écoute, finalement, moi, je trouve que c'est plutôt positif parce que ça veut dire que vous êtes globalement convaincu que les choses vont changer et au travers de ce que tu me dis, Jean-Christophe, que de fait, les choses changent et qu'il y a une vraie prise de conscience puisque ça se passe plus au même niveau et là où moi c'est un point aussi sur lequel je suis assez confiant et qu'on constate à l'Alliance Green IT régulièrement, c'est que la jeune génération sur ces sujets-là, on peut plus lui raconter des salades, ça l'intéresse vraiment et comme tu l'as dit, et tu es bien placé pour le savoir aussi à Pôle emploi, c'est un vrai critère d'embauche, c'est-à-dire de recrutement, enfin et d'embauche. Les jeunes, ils veulent plus, voilà. C'est une vraie question pour eux et moi je sais pas à quelle échéance de temps les choses vont vraiment changer, mais je suis convaincu que la génération qui arrive, qui est sur le marché du travail aujourd'hui, elle veut vraiment faire bouger les choses et ça va avancer. Et d'ailleurs, pour reprendre une des conclusions qui se trouve dans le baromètre, c'est quand on veut, on peut. Donc, ça va prendre du temps. Je ne sais pas combien de temps. J'espère assez vite parce que quand on regarde les échéances, faut pas qu'on traîne non plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Donc, écoutez, on est quasiment nickel sur le planning. Enfin, j'ai pris les 5 minutes de retard que j'avais le droit de prendre, mais on a prévu de garder quelques minutes pour des questions-réponses des intervenants, sachant que ces questions-réponses sont pilotées par Thomas et Elise, que je remercie au passage, parce que ce sont les deux permanents de l'Alliance Green IT qui ont fait un travail formidable
et toute la préparation, toute l'organisation, c'est grâce à eux. Écoutez, je croise les doigts, mais jusqu'à présent, ça se déroule super bien. Donc voilà. Donc je leur laisse la main pour piloter les questions-réponses issues des personnes dans la salle virtuelle. Merci Tristan. Alors on avait effectivement plusieurs questions. Deux questions qui sont pour Romuald, donc je vais te les dire les deux en même temps et puis après je te laisserai répondre. La première, c'est quelles sont les différences entre les entreprises propriétaires de leur data center et les autres? Est-ce qu'on peut constater une différence entre les deux profils? Et ensuite, est-ce que les entreprises ayant mis en place un référent Green IT ont pu montrer des résultats chiffrés, des indicateurs environnementaux ou des résultats en euros par exemple? Ok. Donc sur la première question, donc si on constate une différence quand on a sa propre salle de data center ou quand on utilise un prestataire. J'ai pas cette granularité d'information vu qu'on la question porte sur on parle de des salles, de vos salles. On demande si d'abord on dit est-ce que c'est dans un placard ou est-ce que c'est dans une vraie salle, et à partir du moment où on a ouvert le champ de la vraie salle, on a posé tout un tas de questions, on n'a pas demandé si c'était leur propre salle ou pas. Je note ce point-là pour la prochaine édition. On leur demandera et on sera capable de vous donner et l'information du proprio versus pas propriétaire et à la fois du croisé pour voir s'il y a des pratiques différentes en fonction de ça. La deuxième question porte sur la démonstration, les résultats chiffrés dès l'instant qu'on a des référents Green IT. Alors, je ne sais pas si je vais apporter le niveau de réponse attendu. Notre dispositif, c'est un questionnaire en ligne. On pose des questions et on ne demande pas aux gens de prouver ou d'attester. En revanche, on pose des questions sur est-ce qu'ils prennent certaines mesures. Donc, on sait si il serait capable de donner justement un résultat chiffré qui soit en euros ou en termes d'impact. Je peux vous dire oui, non, c'est dans le baromètre. Par contre, avoir des indicateurs partagés sur des euros économisés chez l'un ou chez l'autre, on n'a pas ce niveau d'information. J'espère que j'ai répondu Merci à la question, qu'ils n'hésitent pas dans le chat à me dire si... à rebondir, ouais. Alors voilà. après, c'est vrai qu'on a pas mal de questions-réponses. Je vais en prendre deux qui sont un petit peu similaires et qui sont très pertinentes sur le sujet de la conférence. Quelles seraient les premières actions à prendre pour une entreprise qui souhaiterait s'investir dans le Green IT, donc les actions prioritaires? Et ensuite, en tant que nouvelle génération qui veut faire changer les choses, comment convaincre sa direction de mettre en place du numérique responsable dans son entreprise? Je sens bien que c'est des questions pour Jean-Christophe, ça. Oui, merci. Par où on commence? Ouais. Alors pour moi, la première action à faire, c'est vraiment sur l'allongement de la durée de vie du matériel, et c'est aussi pour faire plaisir à Romuald, puisqu'il m'a renvoyé la vague, si je peux dire. Donc oui, c'est ça, c'est le meilleur geste pour l'environnement que l'on peut faire quand on sait que 70% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à la fabrication. Donc le but, c'est d'allonger la durée de vie du matériel. Et donc, ça permet à des personnes, non seulement ça permet de créer de l'emploi auprès des entreprises de l'économie sociale et solidaire pour le réemployer, ce matériel, donc le remettre en état, le détruire si jamais, si jamais il n'est pas réutilisable, le détruire, mais toujours pareil. L'idée, c'est de favoriser les actes manuels, c'est ce qui permet de faire le meilleur tri. Et ce matériel réemployé va permettre de lutter contre la fracture numérique, de faire de l'inclusion numérique, permettre à des personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter du matériel neuf, de pouvoir s'équiper. Et en plus, là, c'est là où c'est intéressant, c'est que ça va aussi nous obliger, nous, à développer des logiciels éco-conçus de manière à ce que ces personnes qui ont des matériels d'ancienne génération puissent utiliser les services. Voilà. Donc, c'est à double tranchant. Allonger la durée de vie va impliquer, cette inclusion numérique de tout niveau va nous obliger à rendre des services plus light et donc moins consommateurs d'énergie également. Et après, quel est le meilleur geste, qu'est-ce qu'un jeune peut faire pour sensibiliser sur du numérique responsable? C'est la conviction. Je pense que malgré tout,
enfin, on travaille sur ces sujets tous là depuis longtemps. On sait que ça se fait pas du jour au lendemain. C'est notre conviction qui fait que même si on se sent seul au monde, je vais dire, si on pense avoir raison, il faut pas hésiter à y aller. Il y a typiquement la charte. En fait, c'est aussi une checklist de bonnes pratiques et c'est factuel. Après, ok, il faut la faire progresser. Il y a des mesures à apporter pour essayer de s'évaluer, mais au moins avec ces éléments-là, on peut arriver dans une entreprise en disant, bah oui, au moins ces sujets-là, on pourrait les travailler, quoi. On les travaille à notre mesure, mais avec conviction. Et surtout aussi, ce qui est important, c'est de rencontrer du monde, de s'associer et de justement pas rester seul, quoi. Parce que parfois, c'est un peu décourageant. Ouais. Quoique maintenant, le paysage est vraiment ouvert et on n'a jamais eu autant d'opportunités pour faire rayonner, pour faire déferler cette vague. C'est reparti. Il y a peut-être même un effet vertueux dans le sens où quand on commence à sensibiliser au sein d'une entreprise, on parle de certains gestes et on s'aperçoit que quelquefois les collaborateurs reviennent avec d'autres préconisations quand on leur dit tiens, ça serait bien d'éteindre des postes de travail. Après, ils vont se poser la question de dire mais c'est vrai, mais après tout, mais pourquoi on laisse la lumière allumée dans les bureaux? Et nous, on a vu ça plusieurs fois, des cas de figure où voilà, un effet vertueux qui, dès lors que chacun est mobilisé et qu'on a les indicateurs qui permettent de faire du reporting objectif sur l'amélioration, voilà, c'est encore une fois quelque chose qui me laisse être positif sur ce futur-là, tout au moins. Alors, en tout cas, j'engage tous ceux qui posent des questions à nous rejoindre à l'Agile, parce que là, il y a des questions dans le chat qui sont des gros sujets qu'on pourrait pas aborder comme ça sur les impacts du big data et de l'intelligence artificielle. Néanmoins, sur ce dernier point, un des membres de l'Agile vient de publier justement un livre blanc sur l'intelligence artificielle et l'environnement. Il s'appelle Arnaud Pachot. Donc, je vous invite à aller, pour ceux qui s'intéressent sur ce sujet. Et puis, on espère qu'à l'intérieur même du baromètre, on aura déjà répondu à plusieurs questions que j'ai vu diffuser. Et on reste joignable en dehors de cet événement via le site internet. Donc, continuons à échanger, à faire progresser tout le monde ensemble. Thomas, si tu reposes une question, on n'entend pas. Très bien, merci à tous. Pardon. N'hésitez pas, si vous souhaitez effectivement poser des questions, continuez à échanger, à le faire via le site internet de l'Agile, rubrique contact, et puis on transmettra après la question aux intervenants. Voilà, donc effectivement, on a beaucoup de questions aujourd'hui. Peut-être une toute dernière question, et puis après on va clôturer la table ronde, que je la retrouve. Est-ce que les entreprises s'intéressent à la nature des énergies qu'ils utilisent? Est-ce qu'ils privilégient les fournisseurs d'énergie renouvelable ou locale? Alors, c'est une des données du PME. Alors ça, je l'ai pas dit, mais effectivement, au niveau des achats, on voit un intérêt à acheter de l'énergie plus verte. En revanche, comme je disais sur le poste, la thématique PC ou même la thématique infrastructure, la puissance installée, la consommation énergétique de mon IT et de mes PC, je ne connais pas. Donc, en fait, on veut acheter de l'énergie verte, mais on ne sait pas combien on en consomme. Donc, la sobriété, pour reprendre un mot à la mode, c'est déjà de se poser la question de son usage dans un premier temps. Et donc voilà ce que je peux vous dire sur cette partie-là. Et pendant ce temps-là, j'étais en train de mettre le lien du livre blanc dans le chat, tout ça en direct. Bon, eh bien, écoutez, merci à tous pour vos retours. On va basculer sur une autre table ronde. Merci aux intervenants pour celle-ci. La table ronde sur laquelle on va basculer et qui va commencer d'ici 10 minutes, c'est protéger nos données personnelles en maintenant une gestion des risques naturels et sanitaires efficace. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez assister à cette table ronde à 17h30, à rester sur ce webinaire et vous serez basculé automatiquement. Je vais lancer un petit sondage en toute fin de cette session qui apparemment a déjà été lancé. Donc n'hésitez pas à répondre au sondage qui va être lancé ou vient d'être lancé. Bon, Ah oui, c'est dans ce sondage.
Parfait. Bon, ben, merci à tous. Et puis encore une fois, restez connectés le temps de la petite pause réglementaire. Et puis voilà, pour assister à la session à suivre. Et merci encore aux participants, donc Corinne Lepage, Romain Dribaud et Jean-Christophe Chaussard à cette table ronde. Merci et à très bientôt. Merci.